Salut les curieux, aujourd'hui nous allons faire de la science en vacances. Et oui, il est possible de faire de la science en vacances, car chaque lieu que nous découvrons, chaque activité que nous faisons recèle de concepts scientifiques, pour peu qu'on se donne le temps d'observer et de comprendre ce qui nous entoure. Faut dire également que le cadre de mon séjour de repos s'y prêtait bien, les Alpes. Et oui, d'un point de vue géologique, c'est plutôt pas mal comme cadre. Et tout d'abord, pour vous permettre d'illustrer ce magnifique paysage montagneux dessiné par les mécanismes et forces liées à la tectonique, et oui, je sais, j'ai pas pu m'en empêcher de vous la faire celle-là. Mais bien sûr, vous vous en doutiez, c'est de la tectonique des plaques dont je voulais vous parler. Donc, j'avais décidé de réaliser des vidéos de randonnée dans les circuits pédestres alpins. Mais j'ai été victime de soucis physiques liés à des règles que je n'ai pas scrupuleusement respectées lors de randonnées en montagne. Il est très important de savoir que les risques d'accident ou de traumatisme physique en montagne arrivent majoritairement lors de retour et donc bien souvent lors de la descente. Une étude de 2014, Accidentologie des sports de montagne, état des lieux et diagnostic, publiée par Petzl Foundation. Oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Petzl, c'est une marque bien connue des randonneurs qui fabrique entre autres des lampes frontales très réputées dans le milieu de la randonnée, de la survie. Cette étude en a fait le constat et en Autriche, on pouvait constater que plus de 60% des accidents en randonnée se passaient lors de ces fameuses descentes. Alors le pourquoi du comment, il est assez simple. Quand vous descendez, déjà, vous êtes beaucoup moins averti que la montée. Vous faites beaucoup plus attention à votre environnement lorsque vous montez, alors que lorsque vous redescendez, vous avez tellement hâte de redescendre et puis vous vous êtes dit « Oh, bon, voilà, la montée s'est bien passée », donc vous faites beaucoup moins attention lors de la descente. Et de plus, autre point, lorsque vous descendez, vous sollicitez beaucoup plus les articulations de vos genoux ou même de vos chevilles. Oui, parce que lorsque vous descendez, vous amortissez le choc lors de la descente lorsque vous descendez et donc ça sollicite énormément les articulations. Ce sont deux points essentiels de la cause des accidents lors de la descente en montagne. Pendant ma première randonnée, je suis redescendu plus vite que ce que pouvaient supporter mes genoux. Et le soir même, j'ai senti de vives douleurs au niveau de mes articulations, comme si on m'enfonçait des aiguilles. C'était pas bon signe. Le lendemain matin, je devais monter Lance-Branlette. Alors, petite précision, le nom de cette montagne, ça a quelque chose à voir avec une plante locale. Hein. N'allez pas chercher un autre lien. Hein. Je ferai pas de commentaire. Donc, Lance-Branlette, une montagne culminant à environ 3000 mètres, près du massif du Mont-Blanc. Au sommet, je voulais prendre des prises de vue du Mont-Blanc. Mais malheureusement pour moi et pour les 3 jeunes que j'encadrais, j'ai dû faire demi-tour à peu près à 150 mètres du col. Alors voilà, c'est ça la montagne. Il faut savoir respecter ses limites et faire attention et respecter entre autres surtout la sécurité. La sécurité c'est vraiment ce qui est primordial en montagne. La moindre erreur ne pardonne pas. Et là, par exemple, physiquement, au niveau de la fatigue, ça allait. Je suis au pied du col. Il me reste à peu près une bonne 3/4 d'heure de marche pour atteindre le sommet. Donc là, je dois être à peu près à 2600, 2700 mètres. C'était pour monter jusqu'à 3000. Mais voilà, mon genou droit me dit que non. C'est que physiquement, j'aurais été capable de monter jusqu'en haut. Mais le problème, c'est la descente. Et bien souvent, les accidents en montagne, c'est pas la montée. Et donc, voilà. J'ai décidé que pour me préserver également ma santé, ma vie, et également celle de mes proches, puisque j'ai mes 2 fils et mon neveu qui m'ont rejoint. Et pour préserver notre sécurité, j'ai décidé d'aller au moins jusqu'au pied du col et de faire demi-tour. Et donc là, on va aller tranquillement jusqu'au lac sans fond. Et on va redescendre pendant à peu près 3 heures. Il m'a donc fallu trouver un autre moyen pour vous faire découvrir les massifs alpins. Et bien heureusement, mon meilleur ami avions un rêve que nous partagions en commun. Et oui, faire du parapente. Et faire du parapente dans les Alpes,
c'est plutôt pas mal. Donc nous avons contacté Darantasia, qui est une entreprise qui propose des vols en tandem, mais également des stages d'initiation et de formation au parapente. L'équipe est très professionnelle et fort sympathique. Ils nous ont rapidement trouvé une solution car dans un premier temps, notre réservation a été perdue. Pas un de leurs intermédiaires et lorsque j'ai contacté directement Marie et Doudou de Darantasia, ils nous ont, pour moi et Ulrich, trouvé des créneaux pour nos vols respectifs. Ulrich ayant un handicap physique, il craignait que ceci soit un problème pour lui permettre de voler. Mais là aussi, Darantasia sut être à l'écoute et malgré la tétraplégie de mon ami, il a pu voler et ce vol restera pour lui inoubliable. Merci Darantasia. Pour ma part, mon pilote était Stéphane. Nous avons rapidement sympathisé, je ne pouvais pas rêver mieux comme pilote. Féru de sciences, il suit régulièrement des vidéastes du Café des Sciences sur YouTube. Donc, vous vous en doutez, là-haut dans le ciel, nous avons échangé sur les sciences, mais aussi bien plaisanté. Trêve de bavardage, je vous laisse découvrir les Alpes et le parapente. Bon décollage. Au fait, vous saviez qu'il y avait un lien entre le parapente et l'astronomie? Eh oui, ça a l'air surprenant, mais le vol libre, et donc le parapente, fut inventé par deux ingénieurs financés par la NASA. L'agence spatiale américaine. Francis Rogallo et David Berich travaillèrent au milieu du XXe siècle sur des projets de cerfs-volants humains et des parachutes rectangulaires plus performants et maniables que les parachutes hémisphériques. Alors le parachute hémisphérique, c'est le parachute que vous connaissez tous, qu'on voit surtout par exemple dans les films de la Seconde Guerre mondiale lorsqu'ils sont parachutés. Ce sont ces parachutes où c'est deux hémisphères. C'est de là que vient le nom hémisphérique. Et dès 1959, leurs travaux intéressèrent les bureaux d'innovation de la NASA. Mais en plus, le parapente dérive également d'une innovation du parachute à caisson inventé en 1956 par Domina Jalbert. En 1978, deux parachutistes français décidèrent d'utiliser ces parachutes pour descendre des sommets montagneux. Jean-Claude Bétan et André Bonne, à Mieuxy. Ils s'élancèrent de la pointe du Pertuiset pour atterrir dans la vallée. L'idée leur est venue en découvrant que des parachutistes américains contrôlaient en courant des parachutes revenant de réparation dès les années 1970. Mais il fallut attendre 1985 pour que Laurent de Calbert-Martin crée la randonneuse, le premier parapente de l'histoire. Oui, parce que pour l'instant, c'était juste des parachutes. Mais le parapente, c'est quoi? Eh bien, c'est une voile qui est tout simplement une aile flexible, reliée au pilote par des suspentes. Oui, ces fils qu'on voit sur la voile. Le pilote est positionné dans la sellette, qui est un ensemble comprenant de multiples sangles, le sac de rangement et le sac de secours, où se situe le parachute de secours. Oui, un parachute hémisphérique. Pour rentrer dans les détails, l'aile, la voile du parapente, est définie par plusieurs parties. L'extrado, le dessus de la voile, l'intrado, le dessous, le stabilo, les extrémités latérales de la voile qui ont la fonction de dérive, ce qui permet à la voile d'avoir une trajectoire horizontale stable. Et enfin, le bord d'attaque de la voile.
c'est l'avant de la voile où l'air va pouvoir s'engouffrer dans les différentes cellules de celle-ci pour permettre son gonflage et par conséquent un maintien structurel de l'ensemble de l'aile. La voile permet de voler grâce à la portance aérodynamique. Ce sont les forces de pression qui s'exercent sur un corps en mouvement dans un fluide. Donc les fluides là, ce sont tout simplement les gaz dans notre atmosphère. Alors ces forces de pression sont perpendiculaires à la direction de la vitesse. C'est tout simplement le résultat de la force de pression qui s'exerce sur l'aile du parapente en mouvement dans l'air, de manière perpendiculaire à la direction du vent et des courants. La portance s'oppose à la gravité et c'est l'élément permettant au parapente de voler. Alors, petit point pour le futur, pour tous ceux qui veulent savoir beaucoup plus de choses sur le parapente, j'ai décidé dans moins d'un an de passer mon stage d'initiation au parapente. Et donc, j'espère dans moins d'un an pouvoir faire mon premier vol en solo. Donc pour tous ceux qui veulent savoir beaucoup plus de choses sur le pilotage, comment maîtriser un parapente et beaucoup plus de choses sur le parapente en règle générale, il y aura sûrement dans un an des vidéos de mes vols en parapente sur la chaîne Graines de Savoir. Joli ça. Vous avez vu ce que je fais pour vous quand même? Sérieux là? Ah ouais, je prends du plaisir, sérieusement. Là je sais pas si vous vous rendez compte, mais là on s'approche d'une crête. Je vais bien en laissant les ascendants. Tout à l'heure, je vous donnerai si je vous ai déjà fait une petite technique de golf parapente. Donc c'est une toile. Regardez-moi ça. Et on fait demi-tour. Parce que l'air froid est plus dense, voilà, alors que l'air chaud est moins dense. Donc forcément, si c'est plus dense, c'est plus lourd. Si c'est moins dense, c'est plus léger. Voilà. C'est ça, Fred. C'est juste. C'est juste. Xavi, c'est juste. Mais franchement, pour tous ceux qui aiment le vol, je vous le conseille. Une toile, on a vraiment l'impression d'être un rapace. Donc un dinosaure. Je suis un dinosaure. Sérieux? Je suis un dinosaure. Ouais, voilà, un dinosaure. Donc un peu de géologie, oui, parce qu'on va parler des Alpes et surtout de la formation des Alpes. Il faut savoir que les Alpes occidentales sont dues à la collision de deux continents, le continent eurasiatique et le continent africain, et plus précisément pour ce dernier, le promontoire Apuli ou Adria. Mais revenons au début de la naissance de ces montagnes. Il y a environ 150 millions d'années, au Jurassique, l'océan Tethys s'est ouvert avec la formation d'une dorsale océanique et de croûtes océaniques. Mais il y a environ 70 millions d'années, à la fin du Crétacé, cet océan s'est refermé dans un phénomène de subduction. La croûte océanique a glissé sous l'Apulie jusqu'à la fermeture complète de l'océan Tethys. Au cours de l'Éocène basal, il y a environ 50 à 45 millions d'années.
Il s'ensuit une collision des blocs continentaux et une obduction. La croûte océanique entraîne avec elle une partie de la croûte continentale eurasiatique. Mais la croûte continentale ne peut pas descendre très profondément dans le manteau, car elle est moins dense que ce dernier. La subduction s'en trouve ralentie et les contraintes et pressions augmentent, formant ainsi des déformations à la surface des deux croûtes continentales. Le prisme d'accrétion remonte, charriant du matériel océanique sur les continents comme des ophiolites, qui sont vulgairement des restes de l'ancienne croûte océanique, mais aussi d'anciennes roches sédimentaires métamorphisées pour une grande partie d'entre elles, comme les schistes bleus. C'est pour cela qu'avec la montée de sédiments océaniques, on peut observer des ammonites au sommet des montagnes alpines. Ce sont les témoins d'un ancien océan au Mésozoïque. Alors, petite anecdote, lorsque je montais avec les pilotes de Darantasia jusqu'en haut des arcs pour pouvoir effectuer notre décollage, il y a un pilote qui m'a interpellé en me demandant quelle était l'origine des roches verdâtres qu'il y avait au sommet des arcs. Donc j'ai mené ma petite enquête. Allez, je reviens. Là, oui, c'est vrai que là, on voit du vert. Alors ce vert-là, alors je peux vous dire, c'est pas la roche. On dirait qu'ils sont de lichen. C'est du lichen. Donc ça organique. C'est du vivant. Et ouais, c'était bien du vivant. La couleur verte était d'origine organique et vivante. C'était tout simplement les roches qui ont été colonisées, la surface des roches qui a été colonisée par du lichen. Par contre, les roches en elles-mêmes étaient plutôt blanchâtres, grisâtres, et c'était tout simplement de la quartzite métamorphique ou de la métaquartzite, un ancien grès recristallisé. Lors de mon vol avec Stéphane, pour mon grand plaisir, celui-ci a effectué une figure que j'apprécie énormément. Le wing-over. Voyons ça. Allez, hop, on fonce. Allez, c'est ça, si je dis qu'il réserve des vitesses, je monte. Désolé, on va en Bretagne. On va vers l'ISS. Allez, Thomas Pesquet. Wouh. Ouais, ça fait Le wing-over consiste à réaliser une succession de virages serrés qui vont permettre aux parapentistes de passer par-dessus la voile. Cette figure est aussi connue chez les aviateurs, mais elle est assez différente. Car dans l'aviation, l'avion monte avec une certaine incidence qui va faire chuter la vitesse relative de l'appareil et le pilote, en jouant avec les commandes de la dérive, va faire pivoter l'appareil à plat pour lui permettre de virer à 180 degrés. Manœuvre très utilisée par les pilotes de la Seconde Guerre mondiale, leur permettant d'échapper à leurs poursuivants et bien souvent de permettre de passer de l'état de défense à attaque. Pour
Pour ce qui est du wing-over pour le parapente, c'est tout simplement un mélange de deux figures. Car le wing-over en parapente est plutôt un mélange du split S et du wing-over. Car le split S est une manœuvre où l'on déclenche un demi-tonneau et on vient tirer le manche pour permettre à l'avion de faire un 180 degrés et donc changer sa direction. Alors le split S, aussi une manœuvre très utilisée par les pilotes de chasse et donc utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en plus en voltige on fait ce type de figure aussi. Donc mon avion se situe comme ça. Hop, je le retourne. Et là, hop, je tire sur mon manche et je viens réaliser un 180 degrés. Et donc, je change totalement ma direction. Donc si j'ai un avion qui me suit, et je peux même faire l'effet inverse, hein. Et je refais donc un 180 degrés, un demi-tonneau, et je me retrouve derrière. Et ta 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 ta. Ouais, on diverge là. On était parti sur de la géole, du parapente et je parle d'aviation. Bah, c'est une de mes passions, hein. J'ai pas pu m'en empêcher, je suis désolé. Par contre, pour ceux que ça intéresse, alors je sais que c'est déjà un gros youtubeur, hein, il est suivi par énormément de gens, mais j'ai vu dans mon entourage des gens qui étaient autant passionnés que moi en aviation et qui ne le connaissent pas encore. Bon, tous ceux qui me connaissent et qui ne connaissent pas cette chaîne, je vous conseille la chaîne Stardust. Si vous êtes passionné déjà par le spatial, par l'aéronautique, les avions mythiques, que ce soit actuels, mais même passés, et même les escadrilles de chasse de la Seconde Guerre mondiale. Il a fait un magnifique épisode sur les Red Tails, une escadrille de pilotes afro-américains pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était pas courant, hein. Donc je vous conseille cette chaîne, Stardust. Et puis, on va continuer, je range mes avions. Alors, devinez ce que j'ai eu comme cadeau au retour. Rebolote, Wingover. Merci Stéphane. C'est gratuit. On ne l'est pas monté. Batterie en sueur. Oh, regarde ce qu'il fait, regarde. Oh papa, hey. Hey, vous avez envie là. Waouh. Allez papa, kiffe, kiffe, kiffe. L'atterrissage, c'est parti. Allez, allez, allez. Oh, stabilise, ça. Ah oui, recule-toi. The
voilà, c'en est fini de cet épisode. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté de la connaissance. Pour ma part, ça a été un grand plaisir de vous faire découvrir un de mes rêves. Je remercie encore Darantasia pour mon vol et le vol d'Ulrich. Et un gros bisou à Stéphane. Sur ce, portez-vous bien lors de cette rentrée un peu spéciale. Et surtout, que la curiosité soit avec vous à tout jamais.